Éric Michaud, conteur. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des traditions de Noël. Des traditions culinaires, parce qu'on va se dire au Québec, dans le temps des fêtes, là, on aime ça manger un petit peu plus, puis les festins, puis les affaires, hein? Alors ensemble, on va découvrir quelques-unes de nos traditions culinaires du temps des fêtes au Québec. Bon, là, c'est le moment où tout le monde se met à table, tout le monde s'est bien habillé. C'est le repas de Noël, hein, tout le monde est bien installé. Mais le repas de Noël, le menu de Noël au Québec, comme on le connaît, là, ça date pas d'hier. On remonte à l'hiver 1671-1672 et le Père Lejeune parle déjà, c'est un missionnaire jésuite, parle déjà du sujet. Il parle du savoir-faire des Premières Nations qui, grâce à eux, ont pu chasser et ils sont régalés d'un repas de Noël composé de viande d'orignal et de viande de castor. On est loin des Atokas. Mais justement, la dinde, puis la gelée de canneberge, comme on connaît, là, les Atokas, puis tout ça, là, ça, c'est une tradition américaine, ça. D'ailleurs, 70% de nos repas de Noël viennent des États-Unis. Le reste, ça vient de la France. De la France, les Québécois ont hérité surtout les tourtières, les pâtés à viande, les beignes, ce qu'on appelait les croquignoles à l'époque, puis de la tarte au sucre. Ouais, c'est une recette qui nous vient de la Picardie, une région au nord. C'est sûr que le menu québécois a évolué hein, d'année en année comme ça, puis c'est stabilisé à peu près dans les alentours des années 60. Hein. Jusqu'à la fin des années 60, on soupait un petit peu, on allait à la messe de Noël, puis en revenant, on mangeait peut-être une petite collation, des beignes, des choses sans viande, puis on allait se coucher, c'était tout. Là, le lendemain, c'était un repas un petit peu plus copieux, un petit peu plus grand. Mais le vrai festin de Noël, là, en fait, c'était plus le premier de l'an, le vrai festin du temps des fêtes à cette époque-là. Puis même si le menu a évolué avec le temps, ben, mon prix se retrouve encore pendant de nombreuses années, avec sur nos tables des tourtières, des cipailles, des betteraves marinées, des ragoûts de pâte de cochon et de boulettes, des patates pilées, du sucre à la crème, la dinde farcie, puis bien sûr, des bûches de Noël. Alors bon temps des fêtes et bon appétit. Peut-être que chez vous, là, vous avez de quoi qui retient votre porte, qui n'arrête pas de refermer tout seul, là. Un genre d'affaire de même, gâteau aux fruits, peut-être que de l'année d'avant, tu sais, peut-être même, ou de 2 ans, ou même de cette année. Tu sais, on va te dire, là, tu donnes ça à quelqu'un que tu n'aimes pas vraiment, là, un gâteau aux fruits, là. Mais pourtant, dans l'histoire, ça a déjà été très populaire. Les Romains, eux autres, avaient une espèce de gâteau fait avec de l'orge, des noix, de pain, puis des raisins secs. Hmm. Au Moyen Âge, on va commencer à rajouter des fruits séchés un petit peu plus, du miel, des épices. Et puis même qu'en 1490, le pape va même autoriser de pouvoir mettre du beurre dans la recette. Il est fin, hein? Innocent. C'était le nom du pape. Il s'appelait Innocent. Innocent 8. Ça veut dire qu'il y en a eu 7 avant lui. Mais là, dit, ouais, mais là, c'est bien bon, mais les gens mangeaient de ça tellement qu'au 19e siècle, c'était en Grande-Bretagne, le gâteau qu'on servait à un mariage. Là, rendu là, vous avez deux choix. Ou bien non, vous le gardez, votre gâteau, ou bien non, vous en débarrassez. Aux États-Unis, ils ont trouvé une façon bien intéressante de se débarrasser de leur gâteau aux fruits. À chaque année, le 7 janvier, à Manitou Springs, au Colorado, ils font un concours de garochage de gâteaux aux fruits. Les gens se patentent des canons, des catapultes, ils peuvent le lancer avec leurs mains. C'est calculé. Puis c'est sérieux comme concours, là. Fait que, tu sais, on pourrait peut-être faire une affaire de même au Québec. Je pense qu'il y aurait de quoi faire. Sinon, si vous voulez le garder, tu sais, vous êtes genre gardeux, ben, peut-être que vous allez faire comme cette famille-là. Encore une fois, une famille aux États-Unis qui s'appelle la famille Ford. Qui, eux autres, grand-maman Ford, qui s'appelle Fidelia Ford, en 1878, a fait un gâteau aux fruits. Elle est morte avant de pouvoir le couper. Puis là, à sa mémoire, ils ont gardé le gâteau aux fruits qui est comme devenu dur comme la roche depuis le temps. Ils l'ont encore. Ça fait 148 ans qu'ils ont ce gâteau-là de génération en génération. Fait que votre espèce de stand de porte de même, là, peut-être que ça va devenir un héritage familial. Parlons canne de Noël. Eh bien, ça aurait été inventé en 1670 à peu près à Cologne, en Allemagne. Où est-ce que le chef de chorale, il voulait s'assurer que les enfants de chorale ne parlent pas pendant la scène de la nativité. Puis il s'est dit, tiens, je vais leur faire manger un bonbon, comme ça ils ne parleront pas. Mais il sentait mal un peu d'amener des bonbons dans l'église pendant la messe,
Fait qu'il a demandé au pâtissier ou à la personne, au fabricant de bonbons de l'époque, de lui faire un bonbon en forme de canne qui rappelle la houlette. Ça, c'est l'espèce de canne de berger, là, ça s'appelle une houlette. Puis au moins, ça aurait l'air un peu plus église. Et puis, apparemment, ça aurait fait que les enfants mangeaient ça. Puis pendant ce temps-là, ils ne parlaient pas pendant la scène de la nativité. Fait que dans votre party du temps des fêtes, si les enfants sont trop bruyants, canne de Noël. Je suis pas sûr que ça marche. Je pense qu'il était mieux de les mettre sur ta tablette. Et puis à partir de 1900 à peu près, ben là, on commence à fabriquer les machines, des cannes de Noël de façon plus artisanale, mais bien sûr de façon industrielle. Là, on commence à voir les fameuses lignes rouges qu'on connaît et tout ça. Et en 2012, ben, un chef pâtissier qui s'appelle Alain Roby va faire une canne de Noël qui mesure 51 pieds de long. Et il va ainsi battre un record Guinness pour les cannes.